Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter la suite et fin de mes lectures de septembre. Je suis pas mal en retard, il est vraiment temps de rattraper tout ça. Aujourd'hui j'ai donc pas mal de romans et puis quelques graphiques à vous présenter, mais c'est vrai pour cette fois-ci plus de romans. Et donc on va commencer tout de suite, on va commencer avec La Malédiction d'Argile par Jeanne Bockné-Carl, c'est publié aux éditions Scrinéo et on est sur un récit qui est un tome compagnon au roman qui s'appelait 1000 lions et qui était également sorti chez Scrinéo avec une charte graphique vraiment très différente. C'est un récit pour ma part que j'avais beaucoup apprécié, je l'avais lu à sa sortie, donc c'était il y a quelques années déjà, et du coup j'étais curieuse de voir ce que l'autrice avait à proposer de nouveau dans cet univers. De toute façon c'était un univers qui était tellement large que ça se voyait qu'il y avait clairement de quoi faire, même juste en gardant la même temporalité. En l'occurrence on est sur un récit qui va se passer quelques années plus tard. Et c'est un titre qui n'est pas forcément très facile à vous résumer, mais globalement voilà, on est sur de la fantasy, dans un univers qui est assez large, dans lequel il y a plusieurs royaumes différents, plusieurs croyances différentes, des coutumes vraiment très différentes également. Donc c'est vraiment un univers qui est assez riche et c'est vrai que ça peut peut-être un peu dérouter le lecteur, surtout si vous n'avez pas lu Millions avant qui expliquait quand même peut-être un petit peu plus tous ces différents pans de l'univers. Donc je peux comprendre que celui-ci ait pu déstabiliser un peu pour ceux qui ont attaqué directement avec ce récit-là. Pour le premier récit, on était vraiment sur un récit de fin d'empire et j'avais trouvé ça vraiment très chouette. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cette thématique en fantasy de fin d'empire, d'écroulement d'une société qui était en cours, qui existait depuis longtemps, etc. Et donc là on est plutôt sur une suite, certaines choses se sont reconstruites après et puis certains peuples plus ou moins sympathiques ont pris le dessus, etc. En tout cas j'ai bien apprécié ma lecture, les personnages sont intéressants, c'est toujours bien écrit. Par contre j'ai juste trouvé que la fin était un petit peu abrupte et puis effectivement c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée pour l'univers de Jeanne Bockné-Carl. Je vous conseille vraiment plus d'attaquer par 1000 lions qui est peut-être un petit peu plus facile d'accès avant de lire celui-ci, La Malédiction d'Argile. Ensuite, j'ai lu Jour de ressac par Maëlys de Kerangal, qui est donc son tout dernier titre qui est sorti là pour la rentrée littéraire. Et il est sorti en version audio à peu près en même temps. Il est lu donc par Maëlys de Kerangal elle-même. C'est une autrice dont j'avais énormément adoré Réparer les vivants, qui est l'un de mes romans préférés, je pense, un des titres qui m'a le plus marqué. Je l'ai lu il y a peut-être pas loin de 10 ans maintenant, je pense même peut-être plus que ça. Vraiment ça fait très longtemps, mais vraiment j'en ai un souvenir très vif. J'aimerais beaucoup le relire d'ailleurs. Depuis je lis un petit peu ce qu'elle propose d'autre, mais c'est vrai que j'ai jamais retrouvé autant d'émotions, autant d'implications que dans Réparer les vivants. Jour de ressac, du coup c'est un récit que j'ai globalement plutôt bien apprécié, mais c'est un récit qui est quand même très décousu et assez particulier. C'est un récit dans lequel on a notre personnage principal, qui est donc notre narratrice, qui est je crois autrice, et puis elle va recevoir un coup de fil, et ce coup de fil va l'amener à se rendre au Havre, qui est une ville où elle a habité, mais dans laquelle elle n'a plus mis les pieds depuis des années, et on ne sait pas du tout pourquoi. Et en fait on va découvrir petit à petit qu'est-ce qui se passe et petit à petit tout ça est mêlé de énormément de discrétions durant lesquelles la narratrice se souvient de différentes choses, des souvenirs voilà, remontent à elle. Pour certains ils remontent à vraiment très longtemps et donc on va suivre toute cette histoire qui en fait est racontée sur une journée. Avec tous les souvenirs qui reviennent au fur et à mesure, mais voilà, c'est vraiment un récit de vie avec plein d'histoires croisées, de personnages croisés, etc. J'ai trouvé qu'il y avait certains passages qui étaient peut-être un petit peu moins crédibles, certains trucs où on veut peut-être un peu trop tout relier, c'est souvent un défaut que je trouve dans les récits, c'est que ça fait perdre un peu de crédibilité. Et puis c'est vrai qu'il y a la fin qui est vraiment très déroutante et qui n'apporte pas vraiment de réponse. C'est un récit dans lequel quand même on va avoir toute une histoire qui va vraiment s'installer, puisqu'on va comprendre qu'il y a un cadavre qui est mêlé à tout ça, et donc des questions par la gendarmerie, etc. Donc on a quand même voilà, un côté mystérieux où on a envie de savoir ce qui se passe. Et en fait voilà, on va avoir très peu de réponses, donc voilà, c'est assez particulier. La lecture audio est faite par Maëlys de Kerangal, je dois dire qu'elle m'a pas tout de suite embarquée dans son récit, ça a mis un petit peu de temps, mais une fois que l'histoire est vraiment lancée, j'étais quand même assez prise dedans. Donc voilà, j'ai plutôt bien apprécié, mais c'est assez particulier. Ensuite, le suivant, c'était également un titre que j'ai lu en audio, il s'agit du Barman du Ritz. C'est un récit qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation à Paris. On va suivre l'histoire d'un personnage qui a réellement existé, qui s'appelait Frank Meyer et qui était le barman du Ritz. Et c'était un barman vraiment très réputé avant-guerre. Il a publié des livres sur les recettes de cocktails les plus fameux. Vraiment c'était voilà, une figure très importante notamment de la vie mondaine à Paris. Et lorsqu'il y a l'occupation qui arrive, eh bien les chefs gradés allemands décident de s'installer à Paris et plus spécialement de s'installer en partie au Ritz.
et du coup Frank Meyer ainsi que pas mal des autres employés se retrouvent à devoir travailler pour les chefs SS etc. qui sont en place, et on va voir du coup comment va se mettre en place pas mal de choses, pas mal de complots, de manigances, une forme de résistance également, et d'autant plus que Frank Meyer est juif et que c'est également le cas de son apprenti Luciano qui est un juif italien. On va forcément parler beaucoup des réseaux de résistance, de collaboration, et puis on a vraiment cette vie qui va se faire au jour le jour. Et parmi tous les personnages qui nous sont racontés, on en a donc une très grosse partie qui sont des personnages historiques réels, avec des faits qui sont basés sur des textes qu'on a retrouvés, etc. Et puis il y a également une partie qui est fictive, avec certains personnages qui pour le coup ont été rajoutés pour le bien du récit et du roman, et c'est notamment le cas du coup de Luciano, l'apprenti. Mais voilà, en tout cas j'ai trouvé que tout ça se mêlait vraiment très bien et que c'était assez fluide dans la lecture, et j'ai trouvé que l'audio était très bien lu. Donc voilà, vraiment j'ai passé un chouette moment avec. Moi pour ma part j'aime beaucoup les romans historiques, et celui-ci voilà, j'ai trouvé vraiment sympa. C'est un roman qui a eu vraiment bonne presse, et franchement je comprends pourquoi. Après ça, on revient au roman papier, puisque j'ai lu One Last Stop par Casey McQuiston. C'est publié aux éditions Lumen, et ça m'a pris un petit moment de le lire parce qu'il est quand même assez long. C'est un récit qui fait à peu près 550 pages quand même. Et c'est un titre que j'ai trouvé vraiment très chouette. On est sur un récit dans lequel on a le personnage de Auguste qui vient d'arriver à New York. Elle est étudiante en sociologie et elle a quitté, je crois, la Louisiane. Elle arrive à New York, elle commence ses études, elle arrive dans une nouvelle colocation avec des colocataires qui sont vraiment très très chouettes, qu'on va découvrir au fil du récit, mais vraiment voilà, Auguste avec ses 3 colocataires, ils forment vraiment une sorte de famille, etc. Et c'est vraiment très beau d'avoir leur lien ensemble, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis elle commence à travailler dans un diner qui sert des pancakes, et elle prend le métro pour aller à ses cours. Et lorsqu'elle prend le métro, elle va se retrouver à croiser une personne, sauf que cette personne est très particulière et qu'elle ne comprend pas vraiment très bien. Qu'est-ce que cette fille fait là? Donc ce personnage là en question c'est Jane, c'est une jeune femme qui en fait est dans le métro depuis les années 70 et qui ne peut pas sortir de cette rame de métro. Elle a toujours le même âge, elle est toujours coincée ici et elle hante entre guillemets ce métro new-yorkais, et on va voir comment ces deux filles vont se rapprocher et vont avoir une histoire ensemble. C'était très très chouette, j'ai beaucoup aimé, globalement j'ai trouvé le récit vraiment très bien. Comme je disais, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de cette colocation avec ses amis, son boulot, dîner, etc. Tout ça j'ai trouvé ça vraiment très chouette, toute l'ambiance dans le métro aussi, le personnage de Jane, les mystères qu'il y a autour. Vraiment j'ai trouvé ça très très bien. Les deux seuls petits défauts que j'ai à faire à ce récit, tout d'abord c'est que c'est un peu long pour l'histoire. Je trouve que c'est une histoire qui aurait pu être racontée avec un peu moins de pages et que du coup le récit aurait été encore plus fluide. Et puis la deuxième chose, je sais pas si c'est lié à la traduction ou si c'est l'écriture de Casey McQuiston qui est comme ça, mais c'est une écriture avec énormément de répétitions, et notamment de répétitions dans les paraphrases pour les noms des personnages. C'est-à-dire que Auguste va être finalement assez rarement appelée Auguste, notamment dans la narration, mais elle est toujours appelée la néo-new-yorkaise, l'étudiante en sociologie, des trucs comme ça, et des fois des trucs encore plus longs. Du coup c'est très long, c'est répété beaucoup trop souvent, et du coup vraiment c'est bizarre à la lecture, ça choque un peu. Donc voilà, je trouvais ça vraiment particulier, et je suis pas forcément très fan. Donc voilà, je sais pas si c'était aussi présent en version originale. Si jamais il y a des gens qui passent par ici qui l'ont lu en version originale, ça m'intéresse de savoir. Mais voilà, en tout cas pour ma part c'était la première fois que je lisais un récit de Casey McQuiston. Mais voilà, en tout cas j'ai passé un chouette moment avec ce récit. Il y a quelques petites scènes quand même assez épicées entre les deux jeunes filles qui changent du coup de ce qu'on a l'habitude de voir dans les récits. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est vraiment des scènes qui apportent quelque chose au récit et qui sont bien faites. Globalement vraiment une chouette lecture, je suis vraiment contente de l'avoir lu et je vous invite à le découvrir, mais c'est pas non plus complètement exempt de défauts. Ensuite on va revenir à un livre audio et je vais vous parler de Felicita par Serena Giuliano. C'est un titre que j'ai lu fin septembre et que j'ai lu dans le cadre d'un vlog, et les livres que j'avais lus dans ce vlog j'avais pas spécialement prévu de vous en reparler, mais finalement j'ai quand même décidé de revenir sur deux de ces lectures, à savoir sur Felicita et puis sur l'un des titres graphiques dont je vous parlerai après, parce que ça a vraiment été de très très chouettes titres et que j'avais envie du coup de les remettre en avant. Felicita du coup, j'avais jamais lu de titre de Serena Giuliano, j'étais assez curieuse de ce qu'elle disait, mais c'est vrai que pour moi dans ma tête c'était le côté très feel good, et voilà, c'était pas forcément ce que j'avais envie de lire, sauf que je partais donc en Italie, plus spécialement au lac de Côme, et que j'aime bien lire des livres qui se passent dans cette ambiance-là, dans le pays où je vais partir en vacances, etc., pour me mettre dans le truc, c'est quelque chose que j'aime bien. Et du coup je me suis repenchée sur le travail de Serena Giuliano, et j'ai vu qu'il y avait ce roman-là en particulier, donc Felicita, qui se passe
au lac de Caume. Donc je me suis dit que c'était parfait et qu'il fallait donc que je le découvre. En plus de ça, c'était un titre qui était vraiment court, il faisait peut-être 4 heures en audio, quelque chose comme ça, il fait un peu moins de 200 pages en papier. Et donc je me suis lancée dedans. On est sur un récit dans lequel on a notre personnage principal, dont j'ai oublié le prénom, qui est une jeune femme qui est organisatrice de mariage sur le lac de Caume, étant donné que le lac de Caume voilà, est très prisé pour ses très belles villas avec leurs très beaux jardins qui font du coup de très beaux décors pour des mariages. Et donc on la suit elle dans tout son travail, avec son équipe, les anecdotes, etc. Et c'était vraiment sympa. Tout au fil du récit, je crois qu'elle va organiser 3 mariages et donc à chaque fois voilà, c'est saupoudré de quelques anecdotes sympathiques. Ça c'était le côté que je m'attendais à trouver dans le récit. Et puis il y a eu toute une autre face du récit qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus intérieure et qui m'a pour le coup vraiment surprise et que j'ai beaucoup aimée. Puisqu'en fait notre personnage principal, cette jeune femme, vient de perdre sa meilleure amie qui est décédée dans un accident. Et du coup c'est un deuil qu'elle a beaucoup de mal à faire, c'est un deuil qui est très brutal et cette meilleure amie laisse derrière elle son mari et puis sa petite fille également et donc voilà on a vraiment toute cette histoire finalement aussi autour du deuil et puis on a cette relation très très forte, complètement fusionnelle entre elle et sa meilleure amie. J'ai trouvé ça vraiment très touchant la manière dont c'était fait, c'était très bien mené. Le livre audio est lu par Serena Giuliano et elle le lit vraiment très très bien. En plus, voilà, avec l'accent italien, etc. En plus, on est encore plus immergé, je trouve, dans le récit. Et puis, un autre petit point également, c'est que ce personnage principal est atteint de TDAH et j'ai trouvé qu'il était vraiment bien décrit avec certains passages, certaines scènes où elle explique vraiment son quotidien avec ce trouble et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Je trouvais que c'était ni trop caricatural ni pas du tout exploité et juste mentionné une fois comme ça. Donc voilà, ça j'ai vraiment trouvé ça chouette aussi. Donc voilà, vraiment une chouette lecture. Je m'attendais juste à passer un bon moment avec un titre un peu sympa et léger et au final j'ai trouvé plus que ça et ça a été du coup une bonne surprise et du coup c'est un titre que je vous recommande et je dois dire que ça m'a donné envie de découvrir d'autres titres de Serena Giuliano. Je pense que je me garderai ça pour le printemps-été parce que c'est vrai que ce sont des récits qui appellent plutôt le soleil. Mais en tout cas voilà, une belle surprise. Et du coup pour terminer, pendant mes vacances, je me suis enfin plongée dans ma lecture de Où es-tu monde admirable par Sally Rooney. Sally Rooney, je l'avais lue, je l'avais découverte avec Normal People, dont j'avais vu d'abord l'adaptation, puis j'avais lu le récit, et j'avais beaucoup aimé son écriture, j'avais beaucoup aimé ses personnages, et du coup c'est pour ça que je m'étais procuré Où es-tu monde admirable juste ensuite. Et c'est de nouveau un récit que j'ai beaucoup aimé. Alors je sais qu'elle a une écriture qui ne plaît vraiment pas à tout le monde, mais pour ma part vraiment ça marche complètement avec moi, je suis complètement charmée à chaque fois. C'est particulier pour plusieurs raisons. La première raison c'est vraiment dans la forme d'écriture en elle-même, étant donné que les dialogues sont directement inclus dans le récit, donc c'est à dire qu'on va jamais avoir de tiret et voilà c'est vraiment inclus dedans, on a juste des retours à la ligne mais par exemple ça ici c'est un dialogue. Ça peut déstabiliser un petit peu au début quand on lit mais je trouve quand même qu'on s'y fait assez rapidement et qu'on est assez vite pris dedans. Et puis l'autre point qui peut pas mal déstabiliser et qui fait que ça n'accroche pas forcément avec tout le monde, c'est que de ce que j'ai lu pour l'instant en tout cas de Sally Rooney, ces personnages sont absolument jamais parfaits. Ils sont même très très loin d'être parfaits, c'est des personnages qui peuvent être assez agaçants parfois, qui font pas mal de mauvaises décisions, qui n'ont pas forcément une vie dans laquelle ils sont très heureux en général. Donc c'est des personnages avec lesquels c'est pas forcément facile de s'attacher au premier abord. Mais je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Et donc pour ce récit-là, Où es-tu monde admirable, on va suivre en fait 4 personnages. On a dans ce lot 2 meilleures amies. L'une d'entre elles a un homme qui a toujours été très présent dans sa vie, qui a toujours été très protecteur et qu'elle considère un peu comme une sorte de grand frère, mais en même temps elle crush sur lui depuis toujours. Et puis l'autre personnage féminin va faire la rencontre d'un nouvel homme. Cette femme-là, elle est romancière à succès, elle a beaucoup de mal avec la gestion du stress, etc. Elle a fait un gros burn-out et elle recommence à rencontrer des gens et elle va donc voilà, rencontrer un homme. Et on a donc vraiment tous ces personnages qui interagissent entre eux. On est vraiment sur un récit qui traite de ça, qui traite vraiment de l'humain et de ses relations. Il n'y a pas spécialement de grosse histoire derrière, c'est pas un récit avec de grosses révélations, c'est pas un récit avec un gros plot twist ou quoi que ce soit, vraiment pas du tout. Il y a quand même quelques scènes très explicites, je tiens à préciser, elles sont globalement très bien faites et elles ont vraiment un intérêt dans le récit, mais voilà, je tiens à préciser qu'il y a ça si c'est quelque chose que vous aimez vraiment pas. En tout cas vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très touchant et on a vraiment ces personnages qui vont quand même évoluer au fur et à mesure du récit. Ils deviennent pas parfaits à la fin, mais voilà, on voit quand même qu'il y a une évolution, notamment dans leur relation avec eux-mêmes. C'est des personnages qui s'aiment pas beaucoup, qui sont
pas heureux, qui ont tendance à s'auto-saboter, etc. au début. Et puis petit à petit, on les voit quand même un petit peu mettre en place certains changements dans leur vie et j'ai trouvé ça chouette. Donc vraiment, vous l'aurez compris, une autrice que je vous recommande de découvrir. Elle vient de sortir un nouveau récit qui s'appelle Intermezzo, et puis il y en a un autre encore qui est sorti en poche et que j'ai pas encore lu. Mais voilà, en tout cas j'ai très envie de continuer à découvrir son travail. Pour terminer, côté graphique, je ne vais pas vous parler de grand chose aujourd'hui, mais tout d'abord je voudrais vous parler du tome 2 de Momo's Medical History. C'est un manga qui se passe dans un univers de fantasy dans lequel on va suivre Momo, qui est un jeune garçon, qui est vraiment un prodige de la médecine, et il est au service d'un empereur. Cet empereur a décidé de l'envoyer sur les routes afin de trouver un traité magique qui apparemment permettrait d'avoir le secret de l'immortalité et de guérir toutes sortes de choses. Et comme notre empereur semble en très mauvaise forme, voilà, ça l'arrangerait bien. Momo se retrouve donc envoyé complètement sur les routes. Il va parcourir tout l'univers de fantasy et traverser des villages, des ambiances, des royaumes qui sont vraiment très très différents les uns des autres, et c'est vraiment chouette. Et donc à chaque fois, à chaque endroit où il se rend, il y a une sorte de mystère médical qui va se jouer, souvent des choses qui sont rapportées au mystique, puisqu'on associe beaucoup les maladies avec des punitions divines, etc. À chaque fois, il va expliquer un petit peu l'aspect médical, l'aspect scientifique qu'il y a derrière tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc on a de nouveau 3 chapitres, 3 grands chapitres avec 3 ambiances, 3 lieux différents, 3 sujets médicaux différents. Et puis à la fin du récit, on a un petit passage d'explication qui explique vraiment les inspirations pour chacun des chapitres du premier et du deuxième tome. Les inspirations à la fois pour le côté médical et pour le côté contexte historique. Ça nous explique donc les différentes époques, différents royaumes, etc. dont s'est inspirée la mangaka. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Les dessins sont assez jolis et puis il y a quelques doubles planches qui sont vraiment très très belles. Donc voilà, globalement c'est une série que j'aime vraiment bien. Je sais pas combien de tomes sont prévus, mais en tout cas je continuerai à la découvrir. Ensuite, j'ai également lu le tome 1 de la bande dessinée Les Enfants Sabletemps. C'est publié chez Jungle dans leur collection Frisson. Et je dois dire que c'est un peu ce qui m'a déroutée, parce que entre la couverture qui est quand même assez sombre et le fait que ce soit publié chez Jungle Frisson à la période d'Halloween, je m'attendais vraiment à un récit assez sombre avec un côté très mystique, maison hantée, etc. Et en fait, pas trop. En fait, au tout début, on a effectivement des enfants qui vont se balader dans un grand manoir un peu abandonné, donc on a effectivement quelques pages un peu frissons au tout début du récit, sauf que ça, c'est juste une porte d'entrée et que très vite, on va avoir un basculement dans une autre époque qui est celle du 19e siècle, et nos enfants, nos adolescents vont donc se retrouver projetés sur la construction de la Statue de la Liberté dans les ateliers de Gustave Eiffel à Paris, et donc en fait finalement on bascule sur quelque chose qui relève beaucoup plus de l'historique que du fantastique. Il n'y a plus trop d'éléments frissonnants, mystérieux, horrifiques ou quoi. On a une histoire où on comprend qu'il faut résoudre certaines choses dans le passé pour que le présent soit différent, mais voilà, globalement sinon on n'a pas spécialement ce côté frisson, donc c'est vrai que c'était une lecture que pour ma part j'ai trouvé très chouette parce que j'aime bien ce contexte historique, cette époque historique, etc. Mais du coup c'est vrai que c'est un peu déstabilisant parce que c'est pas du tout ce qu'on s'attend à lire. Et enfin pour terminer, l'autre titre dont je vous avais également parlé dans le vlog, il s'agit du roman graphique Silence d'amour, écrit par Mathieu Parciboula. C'est un récit que j'ai énormément apprécié, qui a été un joli coup de cœur pour moi, vraiment c'est un récit que j'ai trouvé très touchant. On est sur un récit dont on ne sait absolument rien au début quand on le commence, et du coup j'ai pas envie de trop vous en dire. Mais pour vous dire très rapidement, on est sur donc le récit d'un homme que l'on va découvrir. Et on le découvre alors qu'il est vraiment déprimé, seul, triste, etc. Et petit à petit, au fil du récit, on va comprendre qu'en fait, sa tristesse, c'est la marque d'un deuil, étant donné que sa compagne est décédée. Et donc on a vraiment tout ce récit-là qui va se dévoiler au fil des pages et au fil de la route que lui va faire pour se rendre en Italie, étant donné que sa compagne était italienne. C'est un récit qui est très beau, enfin vraiment le style graphique est incroyable, c'est que de l'aquarelle avec des dessins qui sont très beaux, très doux, assez ensoleillés. C'est vraiment très beau et puis c'est vraiment très touchant, c'est vraiment une lecture assez bouleversante. J'ai pas mal pleuré en le lisant, c'est un titre qui se lit vraiment rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, c'est vraiment pas très bavard, parce que c'est aussi un récit qui est très introspectif, voilà, qui parle vraiment de ce deuil et de comment est-ce que lui le vit et lui le ressent. C'est parsemé de souvenirs qui nous amènent donc à comprendre leur histoire, etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intime, très beau et très touchant, et c'est donc un récit que je vous recommande très chaudement. Ça a vraiment été, je pense, l'une de mes plus belles lectures graphiques de cette année. Donc voilà, sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!